nous, notre travail, c'est pas faire la voiture qui plaît, c'est la voiture qui va plaire. Ouais, Et donc la voiture qui plaît maintenant, c'est peut-être pas la voiture qui plaira dans 4 ans. On voulait que toute cette zone, la zone stylistique de la voiture, soit entièrement dédiée à l'emblème. C'est la technologie. Hein. C'est la technologie, mais c'est fantastique la technologie. C'est On fait fantastique. des choses merveilleuses avec la technologie. Magnifique. Le physiquement faisable et le techniquement faisable de l'intention de style. Et c'est au moment où on a réuni les deux qu'on dit que là on a convergé et qu'on définit la forme finale de la voiture. Salut à tous les amis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous venez de regarder notre essai de la nouvelle Peugeot 308. Ou alors que vous êtes tellement intéressé par ce véhicule que vous avez fait des recherches pendant des heures sur YouTube pour tomber sur cette vidéo. Et bien vous avez bien fait de cliquer les amis, parce qu'on va aborder un sujet hyper intéressant qui est le design de cette voiture. Et on n'en parle pas avec n'importe qui, on en parle avec Pierre-Paul Mattei, responsable style chez Peugeot, qui a bossé pendant des années sur cette nouvelle 308 et la dernière 508 par la même occasion. Avec lui, on décrypte le style de fond en comble de cette voiture, intérieur, extérieur, avant, arrière, profil, bref, tout y passe avec quelques secrets de fabrication. Bref, cette personne est une encyclopédie vivante et c'était un réel plaisir de discuter avec elle. Avant de vous laisser tranquille, je vous précise quelques éléments. Le premier, c'est que cette vidéo a été tournée dans un aéroport. Par conséquent, au cours de la vidéo, parfois vous allez entendre des bruits d'avion. C'est normal. Deuxième chose, c'est que le premier rush de cette vidéo a été corrompu. Pourquoi ils ont été corrompus? Et que par conséquent, pendant 3-4 minutes, vous allez avoir une image qui n'est pas vraiment de la haute définition. Malheureusement, je n'avais pas d'autre choix pour récupérer le fichier que de l'utiliser en basse définition. Mais pas de panique, puisque dès la 5e minute, tout rentre dans l'ordre. Bref, vous savez tout, je ne vous embête pas plus. N'hésitez pas, si vous appréciez cette vidéo, à la liker, la commenter et la partager. Bon visionnage. Nous sommes en présence de monsieur Pierre-Paul Mattei, qui est donc le responsable style de cette nouvelle Peugeot 308. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bah écoutez, on a énormément de chance d'être avec vous. On va faire l'essai de cette voiture un peu plus tard. Mais cette voiture, elle a un look qui est totalement moderne, totalement innovant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est fait ce design? On va pouvoir faire une thèse, il y a beaucoup de choses à dire. Nous, notre métier en tant que designer, c'est de répondre à un brief très précis de la marque et du produit. Parce que quand on lance une nouvelle voiture, on fait un travail en amont pour savoir quelle cible on va identifier en termes d'âge, de pouvoir d'achat, de positionnement de la voiture dans le marché. Donc c'est très précis. Donc nous, notre mission au style, c'est de répondre à ce brief très précis et faire en sorte qu'à la fin, quand le client va découvrir la voiture, les mots qui lui reviennent, le feeling qui lui revient, soit le même que celui qu'on avait initialement au brief. Donc en résumant sur cette voiture-là, si on prend les 3 grandes notions qui ont piloté la création de style de la voiture, c'était la montée en gamme, l'efficience et la technologie. Alors la montée en gamme, ça commence déjà par la morphologie de la voiture. La 308 que l'on connaît, qui était le programme T9, se caractérise par un format généraliste, l'archétype de généraliste, comme la Golf, avec une grande cabine, un petit capot et une compacité. Et de l'autre côté du segment, on a des voitures beaucoup plus haut de gamme, les Mercedes Classe A, les Audi A3, la série 1, où là on voit que la morphologie est différente, c'est-à-dire que la cabine est plutôt tiltée vers l'arrière avec un très long capot. Et ça, c'est un format dans l'imaginaire des gens qui tout de suite décode des voitures un peu plus haut de gamme. Et puisque l'un des mots-clés du brief, c'était la montée en gamme, on a commencé par changer la morphologie de la voiture. Donc on a reculé le pare-brise de 10 cm, on a allongé le capot, donc du coup, par le pare-brise, mais aussi par l'avant avec l'adjonction de ce soft nose. Alors ce soft nose, en fait, c'est une manière, quand on prend du recul, de prolonger visuellement le capot, tout en le protégeant, parce que ça c'est une pièce en aluminium, et si on veut faire quelque chose de long et qu'on amène le capot, ça veut dire que dès qu'on va se garer, on risque d'abîmer cette pièce-là qui est très chère. Et donc le soft nose nous permet de prolonger visuellement ce capot, mais de le protéger. Alors justement, on a à comparer avec la 308 précédente, où on avait vraiment une calandre limite droite, qui se termine un petit peu en avant comme ça droit. Là c'est vrai qu'on a une sensation d'allongement. Et donc ça c'est une vraie. Alors elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. Elle est d'autant plus réelle que donc il y a eu tout le travail morphologique dont j'ai parlé précédemment, mais on a aussi amené la calandre devant la poutre de protection. La 308 précédente était construite de manière très classique avec la calandre, la poutre et une prise d'air inférieure. Là, en avançant tout l'avant, ça nous permet de cacher la poutre derrière la calandre et de faire en sorte que ce soit la calandre qui occupe toute la face avant
et non pas une calandre plus une poutre. La plaque d'immatriculation que traditionnellement on met devant la poutre parce que c'est là qu'elle prend le moins d'air pour permettre de refroidir le moteur, on l'a mise en bas, là aussi, de manière à ce que cette notion de poutre soit complètement effacée. Et ça, il y avait une raison bien précise pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on voulait que toute cette zone, la zone stylistique de la voiture, soit entièrement dédiée à l'emblème. C'est la première Peugeot qui arbore ce logo. Oui, parfaitement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce logo justement? Alors ce logo, en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand on a commencé à dessiner cette voiture-là, on était déjà convaincus qu'il fallait qu'on change de logo. La décision n'était pas encore prise, mais nous, on était déjà convaincus. Et d'ailleurs, les designers, spontanément, sur les premières esquisses de la voiture, s'amusaient à dessiner des logos qui n'étaient pas le lion qu'on connaît, le lion tridimensionnel qu'on connaissait jusqu'à présent. Et donc, c'était pas dans le brief, mais déjà, ils pensaient que c'était le moment de changer. Et au même moment, quasiment juste après, la décision officielle a été prise par le patron de la marque Peugeot de dire c'est le moment de changer d'emblème pour préparer Peugeot à cette entrée dans cette nouvelle ère, à la fois dans le cadre de la montée en gamme, la technologie de nos modèles qui vont fortement évoluer dans les années à venir, et puis cette transition que l'on vit tous, cette transition énergétique, cette nouvelle approche par rapport au transport, toute cette réflexion globale qui alimente notre société. Ça va se traduire aussi avec ce nouvel emblème qui amène cette nouvelle ère. Et dans la phase créative de la voiture, quand cette décision a été prise, du coup, c'est devenu un élément constitutif du brief. Il n'était pas question que nos designers dessinent un bel avant et ensuite on met le nouvel emblème. On a dit non, on a un nouvel emblème, donc du coup le style doit être dédié à ce nouvel emblème. Donc ça a vraiment été c'est devenu la base du travail esthétique de l'avant. Oui. Oui, parfaitement, parce que du coup, à partir du moment où on voulait que le style soit dédié à l'emblème, il fallait que l'emblème soit seul. Il ne fallait pas que la plaque d'immatriculation soit collée, il ne fallait pas qu'il y ait un radar disgracieux au-dessus ou en dessous. À partir du moment où on a voulu que cet emblème soit seul, on a activé 2 leviers. Le premier, c'était d'enlever la plaque d'immatriculation de cette zone et de le mettre tout en bas de la voiture de manière à ce que l'emblème vive seul dans la calandre. Et le second, c'était de cacher le radar, qui est un élément constitutif de sécurité de la voiture. Et ce radar qui est assez volumineux, en fait, on l'a mis derrière l'emblème. Donc là, on s'est retrouvé devant un problème technologique, c'est qu'un radar de proximité, les radars qu'on utilise, ne supportent pas la présence de métal. Donc ça ne peut être ni de l'acier, il ne peut y avoir ni de l'acier devant, ni de l'aluminium, ni même du chrome que l'on voit là. Dans ce cas, ça perturbe trop les ondes, ça ne marche pas. Donc on est obligé d'arriver à une technologie très particulière qu'on voit là, qui s'appelle l'indium. En fait, c'est le seul métal qui est compatible d'ondes radar. Et donc cet effet métallique est donné avec de l'indium, donc c'est une technologie très particulière. On est allé voir un fournisseur dont c'est la spécialité, qui nous a permis de créer ce radar métallique, mais avec un métal très particulier. Et c'était la seule manière de cacher le radar et faire en sorte que tout le style soit dédié à l'emblème. On voit d'ailleurs que tout le motif de style découle de l'emblème. On continue un petit peu, on regarde sur le latéral, le profil de cette voiture. Donc là, on reconnaît tout de suite le capot dont vous parliez, allongé, avec une cabine un peu plus reculée. La cabine reculée, le pavillon plus bas. Alors on n'a pas perdu de l'espace à la tête pour autant, puisqu'on a aussi descendu les sièges. De manière, donc on est assis plus bas, ce qui est la vocation aussi d'une berline, d'être assis plus bas, à l'inverse des SUV où on cherche à être assis très haut. Là on sent la route, on est vraiment collé à la route. Vous verrez tout à l'heure en conduisant la voiture, qu'on a vraiment des sensations de conduite qu'on n'a pas dans une voiture haute forcément. Et puis cette morphologie, on a allongé l'empattement. Ça donne aussi plus d'élégance à la voiture, ça l'étire plus et puis ça donne de l'habitabilité à l'arrière. Et donc la combinaison du capot, de la cabine abaissée et de l'allongement de l'empattement amène cette morphologie beaucoup plus haut de gamme et qui la différencie déjà fortement de la voiture précédente avant même de parler de style. Il y a un bon stylistique avec la précédente, même si on reconnaît quelques lignes. Est-ce qu'elle vous a servi quand même de base? Est-ce que vous avez gardé quelques essentiels de la 308 ou c'est vraiment parti d'une feuille blanche? Alors non, en style, on est complètement parti d'une feuille blanche. On a complètement redessiné, mais vous savez, quand on dessine des Peugeot, nous, c'est important qu'à la fin,
ce soit pas que le lion qui dise que c'est une Peugeot. Il faut qu'elle raconte une histoire de Peugeot. Ça se voit dans les projecteurs avant, ce regard de chat très effilé, alors grâce à la technologie, parce que le fait qu'on utilise des phares LED, quel que soit le niveau, dès le premier niveau à haut niveau, ce sont des phares LED. Il y a deux versions, il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre, mais par exemple là on a sur du Matrix LED en version GT, qui est un projecteur très très fin, qui amène ce regard très perçant, et ça c'est typiquement un typage Peugeot. Sur la partie latérale, tout paraît totalement inédit, alors que si on regarde bien attentivement, il y a certaines manières de dessiner qui sont très Peugeot. Ça commence par déjà le dessin de la glace ici. Si vous regardez le dessin de la glace, c'est un dessin à double courbure, c'est-à-dire qu'on a une courbure supérieure, une courbure inférieure, avec quelque chose d'assez droit. Si vous regardez dans l'histoire de Peugeot, alors la 308 précédente était comme ça déjà. Mais on a fait des concept cars qui étaient comme ça, même la 205, prenez la 205, c'était plus carré, c'était plus gros, mais le principe du dessin avec les doubles courbures et la ligne droite, c'était déjà là. Et ça, ce sont des choses qu'on réinterprète parce que, en termes de dynamisme, du fait que la cabine soit étirée plus fine, on est sur un dessin qui est beaucoup plus dynamique, mais le principe même géométrique du dessin est le même que la 308 précédente. La perception est différente parce que la morphologie est différente. De la même manière, vous prenez le flanc, le fait d'avoir une carre sculptée, marquée comme ça, qui disparaît et réapparaît au-dessus de la roue avant, prenez un 3008 actuel, vous vous rendez compte que le flanc est dessiné sur le même principe. Un modelé au-dessus de la glace, au-dessus de la roue arrière, qui disparaît, qui réapparaît. Alors, 3008 n'a pas des sculptures d'ailes de cette ampleur, c'est pas les mêmes types de sculptures, là on est beaucoup plus sculpté, mais le principe est le même. Et quand je vous parlais de l'ADN Peugeot, vous voyez, c'est typiquement ce genre de choses. Dans le détail en fait. C'est dans le détail et dans le détail et l'esprit, c'est-à-dire que dans la manière d'exécuter les choses, ça réfère à des choses, à notre histoire, des choses qu'on avait déjà, mais avec une livrée totalement inédite, comme vous dites. Ce type de modelé, c'est la première fois qu'on fait ça sur une voiture. Une 308 n'est pas faite comme ça. Parce que c'est très joli. Et d'ailleurs, là, si je vais vous poser une question concernant cet arrière-là. Donc, on voit, vous nous expliquez hors caméra comment se passe le processus. Et vous me parliez d'un sculpteur qui vient sculpter pour peaufiner vraiment les lignes de la voiture. Et là, vraiment, on est sur de la sculpture. Comment ça se passe là? C'est de la vraie sculpture. Alors, il y a beaucoup de personnes qui interviennent, entre le designer qui trouve l'idée de la voiture, qui trouve le thème. Ensuite, des designers, des modeleurs CAO qui matérialisent en 3 dimensions cette intention, qui est fraisée et qui nous amène un objet réel, une pièce à sculpter. Et là, on peaufine et on met au point toutes ces sculptures, ces galbes, en sculptant comme c'est un vrai travail d'artiste. Et c'est un travail combiné des trois, puisque les trois s'auto-alimentent, qui nous permet d'arriver à la synthèse optimale. Alors bien entendu, avec beaucoup d'itérations techniques, parce que vous pouvez bien imaginer que pour aller créer des choses de cette complexité dans de la tôle, la tôle c'est comme tout matériau, ça a une limite élastique, au bout d'un moment ça déchire. Et donc il faut qu'on arrive à la limite de l'élasticité, de la résistance du matériau. Et donc là c'est un travail étroit avec nos emboutisseurs. L'emboutisseur en fait c'est celui qui va créer l'outil, qui à partir d'une plaque plate de métal va sortir ça. Ouais. Lui, il fait l'outil par rapport au dessin que vous lui donnez. Voilà, il conçoit et il imagine l'outil par rapport à Alors le dessin qu'on lui donne, en fait, il est fait avec lui. Parce que si on fait notre dessin dans notre coin, ça c'est ce qu'on peut se permettre pour un chocard par exemple. Parce que le chocard, il n'y a pas de presse d'emboutissage, c'est du prototypage, on peut faire ce qu'on veut. Mais là, en fait, c'est un dessin qu'on fait avec lui, c'est-à-dire que nous, on a une idée très précise, on sculpte. Et puis après, on rentre dans ce qu'on appelle la convergence. Et donc la convergence, c'est rapprocher le faisable, le physiquement faisable et le techniquement faisable de l'intention de style. Et c'est au moment où on a réuni les deux qu'on dit que là, on a convergé et qu'on définit la forme finale de la voiture. Alors je vais m'improviser designer Peugeot. On reconnaît cette bande ici qu'on retrouve déjà sur la 208, sur la nouvelle 208. C'est vraiment maintenant une touche aussi de l'identité Peugeot nouvelle. C'est cette bande transversale sur le haillon. Oui, alors ça fait effectivement partie de l'identité Peugeot parce qu'on a ça sur beaucoup de voitures maintenant, entre la 508, la 3008, la 2008, la 208. Donc c'est quelque chose que l'on cultive. Mais on a l'avantage chez Peugeot d'être aussi une marque latine et donc on ne s'enferme pas. C'est-à-dire que ça fait partie
on a la chance d'avoir beaucoup de paramètres qui définissent notre identité. Mais on n'est pas obligé sur chaque voiture de tous les mettre. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait assez pour qu'on reconnaisse une Peugeot. Donc ça, indubitablement, les bandeaux fins. Donc ça nous intéressait de jouer là-dessus, parce qu'en plus, quand on a des feux aussi fins, ça amène naturellement un bandeau très fin, et ça, c'est un gage de modernité. Là aussi, hein, c'est la technologie au service du style, et le style au service de la technologie, parce que pour faire des projecteurs réglementaires qui éclairent aussi fin, il faut une technologie très particulière. Ils sont incroyables, ces phares. Avec, vous voyez, des bleds tridimensionnels flottants, donc là c'est de la technologie assez sophistiquée. Ce qui est intéressant, alors là on est sur la version haut de gamme qui est la plus spectaculaire. Ce qui est intéressant, c'est que même quand on a le premier niveau de gamme de la voiture, on a le même contour de feu. Là on n'a pas autant d'effets 3D, mais on est sur des feux à LED aussi fin, et donc ça c'était un marqueur de la voiture, puisque tout le style de la voiture est construit autour de ça. On se retrouve à l'intérieur de la nouvelle 308, beaucoup d'éléments nouveaux. Alors on a gardé cet esprit, le iCockpit, qui existe déjà depuis 2012. Il est présent ici, il y a beaucoup de nouveautés. Parlez-nous-en. Alors l'iCockpit, de toute façon, c'est un fondamental de la construction de notre style. On parlait d'ADN, d'éléments qui constituent notre ADN. Comme je vous disais, sur toutes les voitures, on n'est pas obligé de mettre tous les items de notre ADN. Par contre, l'iCockpit, celui-là, il n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une nouvelle Peugeot sans iCockpit, puisque c'est vraiment une philosophie de conduite et d'implantation et d'ergonomie liée à ce qu'est la marque Peugeot depuis la 208. Donc évidemment, cette voiture-là a été construite sur le principe d'un iCockpit avec ce petit volant de kart, le combiné en partie haute, puisqu'il est exactement dans l'axe de la route, et puis l'interface tactile. Donc c'est ce triptyque qui est le fameux iCockpit. Les innovations majeures de la construction de cette planche de bord, d'abord c'est l'implantation des aérateurs. Puisque cette voiture-là devait être l'une des meilleures, sinon la meilleure de la catégorie en termes de refroidissement et de système de climatisation, quand on a discuté avec nos ingénieurs, ils nous ont dit le meilleur endroit c'est d'être en haut de la planche, c'est-à-dire pile dans l'axe des yeux et des tempes des occupants. Et c'est là qu'on sera le plus efficace. Donc on a positionné les aérateurs là, ce qui nous a fait déplacer légèrement vers le bas l'écran, parce qu'à partir du moment où les aérateurs sont là, si on avait mis l'écran au-dessus, on aurait complètement occulté la route, et en plus on serait retrouvé avec un écran très loin. Ça nous permet aussi d'avoir un écran qui est beaucoup plus intégré, puisqu'on voit que c'est carrément tout le corps de planche qui se déforme pour intégrer l'écran. On n'a pas juste dessiné une planche sur laquelle on a posé un écran. Donc les aérateurs, donc ce qu'on appelle la configuration iVent, qui est l'un des marqueurs de cet iCockpit. Le second, l'innovation, donc l'écran, mais c'est surtout ces iToggle qui sont une innovation majeure, parce que on a constaté que c'est ce qui nous manquait à tous dans nos voitures. Que vous, moi, quand vous prenez votre voiture, vous avez toujours 4-5 opérations que vous faites tout le temps. C'est-à-dire rentrer chez vous, appeler au bureau, mettre ma radio préférée, et mettre la préco de température que je préfère. Et en fait, on fait systématiquement tout le temps 4-5 opérations qui sont tout le temps les mêmes. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est puisque chacun a ses propres opérations personnelles, pourquoi ne pas imaginer un environnement totalement configurable avec des touches raccourcies où chaque utilisateur pourra programmer la touche en disant voilà, ça c'est brancher la clim à ma température préférée, me mettre la navigation pour rentrer chez moi, appeler ma femme pour lui dire que j'arrive, et puis ma radio préférée. Vous voyez, et donc ça, ce côté totalement configurable, dédié au conducteur, c'est quelque chose qu'on voulait absolument mettre dans la voiture, et c'est une innovation majeure, avec ce principe d'interface aussi très téléphone, puisque on slide, on fait des appuis longs, donc on est vraiment dans le monde dans l'air du temps en fait, téléphone. Voilà. Le dernier point sur lequel je n'ai pas encore parlé, mais qui est fondamental, parce que ça a été un gros sujet en termes de création de style, ce sont les rangements. Parce que la voiture que l'on remplace, la 308, même si c'était une voiture éminemment qualitative, c'est d'ailleurs pour devenir la voiture de l'année, on reconnaît volontiers, parce que nos clients nous l'ont dit, qu'elle manquait un peu de rangement. Et donc là, un peu comme pour la climatisation, il n'était pas question de juste améliorer nos rangements. Ce qu'on voulait, c'est devenir les meilleurs en termes de rangement. Et ce qui nous a amené cette conception de bas de planche en zoning. Donc le zoning, ça consiste à regrouper sur une toute petite arche technique, délocaliser sur la gauche toutes les commandes de la conduite. Le start-stop, la boîte de vitesse, le mode break, les modes de conduite, le frein à main. Donc tous les modes de conduite sont regroupés sur
à gauche, comme Oui. ça, délocalisé. C'est rendu aussi possible par la compacité de la commande de boîte. hein. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'elle est originale, hein, cette boîte. Et l'avantage, c'est que quand on arrive à tout mettre dans un coin, et ben ça nous permet de dégager tout le reste du volume, de dessous la planche jusqu'à l'arrière, entièrement à du rangement et à de la praticité. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait avec en plus la volonté de séparer la recharge nomade du téléphone des rangements. Oui, il y a en plus un Et une chargeur recharge induction. nomade, c'est-à-dire que si on veut recharger le téléphone, alors soit on utilise un fil, hein, c'est possible, soit on le met directement, si le téléphone est compatible, on le met directement en recharge nomade et là il se recharge tout seul. Ouais, ouais. Et donc cet étage, il est en dehors des rangements, parce qu'il n'y a rien de plus absurde qu'une recharge dans un rangement, parce que par définition, quand on le recharge, on ne peut plus le ranger. Donc voilà, on l'a mis en sustentation dessus, et ce qui nous permet de garder tout le temps tout cet espace de rangement. Et là, qui place vraiment la voiture au top de la catégorie, puisque on doit être à quasiment 30 litres de rangement. à 34 l'intérieur de litres, il me la semble, voiture. Ouais, plus de 30 litres de rangement dans la voiture. C'est assez impressionnant. Bah, écoutez, Et ce magnifique. fameux écran 3D là. Alors l'écran 3D, ça on l'avait déjà inauguré sur les 208 et 3008. Quand on a inventé l'iCockpit, l'idée c'était de prioriser les informations pour la sécurité. Et donc c'est pour ça que l'idée de mettre les informations de route dans le champ visuel et non pas à l'intérieur du volant, l'œil fait beaucoup moins de chemin et fait beaucoup moins de focale Mhm. quand il passe de l'un à l'autre que quand il allait chercher les infos au milieu d'un volant. Ouais. Donc ça c'est comme ça qu'est né le principe de l'iCockpit. Et le 3D apporte une autre touche, c'est qu'il priorise les informations. D'accord. La vitesse reste fondamentale parce qu'il faut systématiquement savoir à quelle vitesse on roule. Et donc ça permet d'afficher la vitesse devant la carte par exemple. Puisqu'on peut choisir les modes et puis faire apparaître la carte de navigation derrière. Et donc la carte est en second plan, la vitesse est en premier plan. Et donc ça permet de prioriser les informations. Et donc le 3D, au-delà de l'effet spectaculaire, hein, parce que Oui, c'est impressionnant. en style, ouais. on va pas se mentir, c'est intéressant pour nous en termes de style, mais aussi en termes d'ergonomie, d'utilisation visuelle du combiné. La 3D nous amène ce supplément qui rend les informations plus lisibles finalement, Ouais. puisqu'elles ne sont pas toutes fondues dans le même plan, elles sont priorisées. C'est la technologie. Hein. C'est la technologie, mais c'est fantastique la technologie, C'est on fait fantastique. des choses merveilleuses avec la technologie. Magnifique. Pierre-Paul, on se retrouve là devant la version SW de la 308, tout aussi magnifique. Donc félicitations à vous, à votre équipe qui avait bossé là-dessus. Mais il y a une particularité, c'est que tout à l'heure je le disais sur la version berline, on a un bandeau comme ça transversal sur le haillon qui disparaît ici. Ouais. Comment vous expliquez ça? Alors autant le bandeau c'est un des éléments de l'ADN Peugeot, comme je Ouais. dis, on ne va pas mettre tous les éléments dans toutes les voitures à chaque fois, ce qu'il faut c'est les doser, faire en sorte qu'on reconnaisse une Peugeot, mais ça ne veut pas dire qu'il faut décliner toute la liste. Ouais. Alors pourquoi on n'a pas mis le bandeau sur le break? Et en fait il y avait deux raisons. C'est d'abord, puisqu'on a ces feux qui ont été particulièrement délicats à développer, à la fois en termes de style, de technologie, de coût aussi. Mhm. On a pris la décision de mutualiser les feux entre la berline et le break pour nous permettre justement de développer de tels feux avec en plus deux versions. Donc D'accord. c'est deux versions de feux, même si le contour est rigoureusement identique. Donc à partir de là, on voulait que le break ait sa propre personnalité. Et donc ça nous intéressait pas de juste recopier le principe de la berline sur Oui, le faire break. une berline plus grosse. De faire une D'accord. berline en reprenant exactement le même thème, la même thématique de style, puisqu'elle a déjà les mêmes feux. C'était pas très intéressant pour nous en termes de style de reconduire la solution stylistique adoptée par la berline. D'accord. Donc ça c'était la première raison, donc dire on va plutôt dessiner ça sans mettre le bandeau. Mhm. Et il y a une autre raison aussi, c'est que étant donné que ce break, malgré toute son expressivité, tout ce qu'on a mis dedans en termes de sex appeal, ça reste un break et ça reste un objet qui a du volume, qui est pratique à charger et surtout qui a un grand coffre. Mhm. Et là on le voit bien quand on travaille le style des breaks, c'est que plus il y a de la couleur caisse sur la partie arrière, donc plus on focus sur la capacité du coffre. D'accord. Et donc plus on est raccord avec la finalité de ce type d'objet. Et donc la combinaison du fait qu'on ne voulait pas juste copier la berline, puisqu'elle avait déjà les feux, donc pas copier le traité de style,
et qu'on voulait aussi mettre l'emphase sur la couleur caisse du haillon pour montrer d'abord que c'est un grand haillon, il y a de la place et le client ne sera pas déçu en termes de prestations, sont les deux raisons qu'on fait qu'on a eu ce traité de style dédié au break, différent de la berline et donc sans bandeau. Ça, c'est des détails. Ah bah il n'y a rien de gratuit. Non, il n'y a aucun hasard dans le. C'est pour ça aussi que c'est très long de développer le style de voiture parce qu'il n'y a rien qui est au hasard, tout est pensé, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, c'est jamais gratuit. Et c'est aussi ce qui a fait la réputation de Peugeot à travers les années, depuis des dizaines, j'allais dire, on a 200 ans. Plus de 200 ans maintenant. Ce qui a fait, c'est que rien n'est gratuit dans ce qu'on fait, c'est toujours très calculé, il y a toujours une intention derrière, Oui. et la mission du designer, c'est traduire cette intention parce qu'on ne peut pas mettre les voitures à chaque fois dans la rue avec un listing de voilà, on a voulu faire ça, on a voulu faire ça, on a voulu... Il faut que le style le dise par lui-même. Ouais, et donc forcément, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de débats aussi. Hein. Les voitures ne naissent pas comme ça d'un coup, c'est beaucoup de débats. On a eu beaucoup d'itérations, de versions différentes. Et puis on arrive à ce qu'on pense être à l'arrivée la meilleure synthèse par rapport au brief. Alors d'ailleurs, combien de temps ça vous prend entre les prémices du projet et l'aboutissement? Grosso modo, il faut compter à peu près 4 ans entre le moment où on commence vraiment à dessiner la voiture et le moment où elle est présentée en vraie voiture, à peu près 4 ans. En fait, c'est un peu plus long que ça parce que 4 ans, c'est le moment où on commence à dessiner la voiture. Mais quand on dessine la voiture, il faut qu'en amont, on a une phase qu'on appelle le style, l'avance de phase, où là, on travaille déjà en amont avec la marque pour dire voilà, c'est tel type de voiture qu'on va vouloir faire. Donc on parlait de montée en gamme, donc ça passe par la morphologie. Et donc la morphologie, on ne la décide pas au moment où on commence à trouver l'idée, le thème de la voiture. La morphologie, on la travaille en amont parce que du coup, ça induit des modifications sur la base, sur la plateforme, donc des modifications très lourdes, industrielles. Et donc ça, c'est un travail qui est fait en amont sur à peu près un an plus tôt, de manière à ce que quand on arrive au moment où on briefe nos designers pour leur dire voilà, maintenant exprimez-vous d'un point de vue stylistique, qu'on sache déjà morphologiquement, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un travail morphologique sur la voiture pour le définir. Donc si vous prenez tout bout à bout, on est quasiment à 5 ans. Sachant que la moyenne d'âge d'un modèle, c'est 7-8 ans avant de passer sur un nouveau modèle, donc quasiment les 2 tiers de la vie d'une voiture, il y a déjà la préparation. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis on parle même pas des restyling où là c'est quand on sort la voiture, on est presque déjà en train de penser au restyling. Et oui, et ça c'est absolument c'est important et c'est toute la difficulté nous en style, c'est toute la difficulté des designers. Nous, notre travail, c'est de pas faire la voiture qui plaît, c'est la voiture qui va plaire. Et donc la voiture qui plaît maintenant, c'est peut-être pas la voiture qui plaira dans 4 ans, parce qu'il y en aura eu d'autres, elle sera moins innovante. Et donc il faut qu'on trouve le bon ratio justement en termes de style, d'être assez innovant, pas trop non plus, parce que si on est complètement décalé, on peut toujours dire bah oui c'est la plus belle, vous n'avez pas compris, mais ce qui compte c'est le client, c'est lui qui a raison à l'arrivée. Et donc il faut qu'on dessine nous la voiture qui va plaire. Bon, sachant que quand on sort une voiture, le style il est terminé à peu près 2 ans avant que la voiture sorte. Parce qu'entre-temps, il faut faire les prototypes, les essais, l'usine. Donc c'est un vrai processus qui prend donc sur grosso modo 5 ans. Et donc cette voiture, en fait, elle était le dessin du moins de cette voiture était, il a déjà dans votre esprit déjà 2 ans. Bien sûr. Ouais, voilà. Oui, on a commencé l'idée de base a même plus que ça. L'idée de base a même plus que ça, mais c'est ce temps de maturation, c'est ce qui fait c'est comme un bon vin, vous voyez. un grand cru, quand vous le prenez, quand il vient d'être mis en bouteille, il n'est pas terrible. En style, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a toujours une idée qui peut être très très forte. Souvent, c'est presque caricatural. Et après, pendant plus de 2 ans, notre but, c'est de le rendre assimilable, acceptable et puis fédérateur. D'accord. C'est ça le travail d'un designer. Écoutez Pierre-Paul, merci beaucoup pour toutes vos réponses, c'est très intéressant. C'était un plaisir de connaître un petit peu les coulisses. Bon retour, vous avez un long trajet, bon retour. La Réunion, bon. Mais avant de rentrer à La Réunion, on va les essayer ces voitures, parce que c'est bien beau de les découvrir comme ça. On va essayer et puis on va profiter. Merci beaucoup. Faites-vous plaisir, vous allez vous régaler. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Enchanté.